Mathieu Mirrecano, c'est un plaisir de te recevoir. Tu étais un des privilégiés citoyens invités à l'émission. Et maintenant, on fait quoi? Nous, à Kairos, ça fait longtemps qu'on se demande, au moins 2 ans. Et maintenant, on fait quoi? Donc, on se demandait comment tu t'es retrouvé là-bas, comment tu t'es retrouvé dans cette émission, quelle était la procédure. Tu as peut-être vu qu'on avait déjà fait un décryptage de QR avec Sacha Daoud et David Schippers qui avait été un peu coincés. Mais on se dit, bon, RTL n'a pas fait la même chose dans cette émission qui était, je pense, qui est sortie le 27 au soir et qui était filmée le 26. C'est ça. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Comment j'ai été sélectionné d'abord? D'abord, en fait, moi et des amis, on était passés sur un documentaire de la RTBF, au courant de l'année, je crois, je ne sais plus trop quand. Ça s'appelait La jeunesse au creux de la vague. Et ils avaient contacté du coup un de mes amis pour savoir s'il était intéressé pour passer dans le documentaire. Et apparemment, c'est de là, en fait, qu'on a recontacté ce même ami. Qui m'a dit que voilà, il y avait un RTL qui recherchait des jeunes pour discuter avec une personnalité politique. Lui finalement il ne s'est pas mis dedans, mais moi j'ai quand même continué. Donc d'abord c'était un appel, on a eu un appel vocal, puis un Zoom, puis comme c'était encore, l'émission n'était pas encore faite, on m'a dit qu'on reviendrait vers moi au cas où. On m'a recontacté fin septembre pour me dire qu'ils étaient quand même intéressés pour venir faire mon portrait. Donc on a pris rendez-vous, ils sont venus faire mon portrait et c'est à ce moment-là en fait que j'ai su que c'était Alexander De Croo. Donc j'ai su ça aux alentours du 10 octobre je crois, donc 2 semaines avant. Donc là ouais, j'étais assez content, je t'avoue. Et à ce moment-là, du coup, après il y a eu une séance de média training, donc après le portrait ça a duré 2h30 dans mon environnement on va dire. Puis après, il y a une séance de média training, un peu un coaching pour savoir quelles questions on allait poser, etc. etc. Média training? Ouais, un média training pour savoir un peu finalement quelles étaient vraiment les choses que moi je voulais mettre en avant et la manière dont on pouvait les mettre ensemble pour que ça garde une structure en fait assez... en fonction, parce qu'ils avaient découpé l'émission, c'était en plusieurs thématiques et ils savaient que j'avais droit normalement à 3 interventions. Finalement, dans la vidéo, on voit bien que j'en ai eu 2. J'ai pas eu le temps de pouvoir justement parler de la 3e qui était la solution, donc le débat contradictoire notamment. Et donc après cette séance de média training, ça c'était 1 semaine avant l'émission. À la base, on devait aller là-bas, je pouvais venir qu'avec un ami. On devait avoir un Covid Safety Kit. Puis finalement, il ne devait pas avoir de Covid Safety Kit. Et j'ai pu ramener finalement, j'étais avec 5 amis. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi. Et quoi, ce média training, ça te paraissait être une forme de censure, un peu comme dans l'émission de Daoud dont on parlait? Ou bien c'était plus vraiment pour voir comment l'émission allait être structurée? Au début, non. Je crois pas que c'était une forme de censure. Vraiment, moi, je voulais vraiment parler du Covid Safety Kit et du débat contradictoire. Donc c'était vraiment les 2 choses que je voulais aborder. Voilà. Après, c'est juste que comme moi, j'avais pas pensé vraiment aux questions que j'allais poser. En fait, j'ai juste accepté en fait, ce qu'ils allaient me dire, tout en me disant que finalement, j'allais arriver là-bas en posant les questions que j'avais envie de poser, quoi. Ouais, et tu leur as dit ce que tu pensais, puisque tu as quand même parlé tu as demandé des excuses au ministre. Ouais. Donc, ça a quand même passé le premier mur de la censure. Ils ont accepté que tu sois invité. C'est une bonne chose, on se dit au départ. Ouais, mais sauf que quand je suis arrivé le jour même, là, je me suis dit quand même qu'il fallait que j'explique avec la personne avec qui j'avais contact pour Media Training que j'allais poser les questions, enfin les vraies questions que j'allais poser en fait. Et là j'ai vu que ça coinçait un petit peu quoi. C'était un peu délicat parce que voilà, apparemment c'était pas ce qui était attendu et c'était pas ce qui. Donc on a eu 20 minutes, 20 minutes d'échange pour ça un peu. Avant l'émission? Ouais, avant l'émission. Et qu'est-ce que tu sentais alors? Essaye d'expliquer le plus finement. Que c'était dérangeant un peu, que c'était un peu dérangeant, voilà. Et que. Allez. Qu'est-ce qu'elle disait, la personne? Qui s'occupait de ça? Que finalement, peut-être que j'allais me marcher dessus avec Justine sur les questions que j'allais aborder, alors que finalement, pas du tout. Des arguments spécieux, quoi. Ouais, voilà, qu'il fallait pas que je vienne avec des trucs techniques, scientifiques, parce qu'apparemment, il aurait pu me remballer, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il me disait aussi? Qu'il fallait que ça vienne de moi. Que ce soit un truc personnel, mais je me disais que finalement un truc personnel, ça n'avait aucune... voilà, c'était pas vraiment ce que je voulais.
Et le dernier truc, qu'il fallait que je parle d'un truc dans l'avenir et pas sur le passé, pas sur quelque chose qui a déjà été fait, alors que moi, justement, je voulais avoir les justifications de pourquoi est-ce qu'on en était là maintenant et pas de, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que le Covid Safety Kit, ce sera fini? Petite précision, donc au fait, ils font quand même croire aux spectateurs que des citoyens, des jeunes peuvent poser les questions qu'ils veulent, mais en fait, dès le départ, on se rend compte que on n'est pas libre de dire ce qu'on veut, qu'il faut parler de l'avenir, qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas, et puis surtout, on t'avait, je pense, dit que ça serait en direct. Ouais, parce que c'est plutôt ça, parce que moi j'avais quand même pas, justement, franchement, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment assez libre. Franchement, jusqu'au jour même où là je suis arrivé avec mes questions et que j'ai vu que c'était un peu dérangeant, jusque-là je trouvais que c'était assez libre et que finalement je pouvais vraiment dire ce que j'avais envie de dire. Ouais, par contre, on m'avait dit que c'était en live, comme tu dis, okay. On m'avait dit que c'était en live. Puis après, on m'a dit en fait, ce sera pas en live. Donc le jour où ils sont venus faire portrait, ce sera pas en live. Ce sera dans les conditions du direct, au cas où il y a des petits soucis techniques, etc., etc. Ils étaient bien préparés. Ouais, très, très bien préparés. Et finalement, il y a eu quand même beaucoup de coupures. Et ok, donc ça c'est le point, disons, essentiel, c'est qu'on promet à tous les jeunes qui sont là que ça sera en direct. Ils viennent en pensant que ça sera en direct et en fin de compte c'est pas en direct, ce qui aurait quand même changé tout le cours de l'émission, on va le voir. Ce qui est intéressant au début, c'est la présentatrice qui dit Ce soir, pas de langue de bois, mais des réponses claires. Ce soir, pas de discours politique, mais un langage accessible. Je ne suis pas journaliste et nous ne sommes d'ailleurs pas, comme vous le voyez, sur un plateau de télévision traditionnel. Nous sommes ici au Dr Jack. C'est une boîte de nuit célèbre du Brabant wallon. Aujourd'hui, ça sera sans langue de bois. On n'est pas des journalistes, on n'est pas des politiciens ce soir. On n'est d'ailleurs pas sur un plateau, mais dans une boîte de nuit. C'est incroyable cet aveu, parce que ça veut dire quoi? C'est une honte d'être journaliste aujourd'hui, ça veut dire qu'on ment, ça veut dire qu'on a une langue de bois politicienne. Et donc nous, justement, on rappelle aujourd'hui à ceux qui nous écoutent qu'on est des journalistes et on n'a pas honte de l'être. Ça t'a pas fait tilter ça et autre chose? Est-ce que tu avais de l'espoir jusqu'au moment où tu es arrivé en te disant « je vais pouvoir vraiment parler », tu y as cru? Tu t'es pas senti pris dans un piège Avant, non. Avant, non. Franchement, non, pas du tout. Du tout. Jusqu'au moment où j'ai été sur plateau avec eux, où on était vraiment la thématique un peu conflictuelle pour parler de la vaccination, les 2 personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc jusque-là, en fait, non, franchement, je trouvais pas ça. Il y avait pas de... Je sentais pas de piège. On voit quand on regarde l'émission qu'elle est très bien préparée. Les sujets se suivent dans un ordre qui n'est pas anodin. On voit des gens d'abord qui posent des questions, qui remettent en doute, mais juste après, on verra ça plus tard, mais il y a quelqu'un qui vient avec un Covid long, pour rappeler, oh là là, on peut se questionner, mais il y a quand même des Covid longs. Puis il y en a d'autres qui viennent, et puis on voit quelqu'un qui doutait complètement on va en parler plus tard, mais du Covid, qui n'y croyait pas, et qui a fait un Covid grave. Et donc on nous rappelle, on voit vraiment qu'il y a une mise en scène, il y a un narratif sur lequel on va revenir. Est-ce que tu l'as senti en écoutant les autres? Et puis on va venir vraiment sur ce qui s'est passé quand tu étais sur le plateau. Bah oui, c'était bon enfant, quoi. Je veux dire, il n'y a personne qui avait vraiment une question ou vraiment voilà, qui avait préparé quelque chose qui aurait pu déstabiliser quand même le Premier ministre. Ça, je l'ai vachement senti, que c'était finalement comme si ça avait été préparé, quoi. Après, je ne sais pas si ça a été le cas, mais j'avais quand même l'impression que c'était vachement préparé de la part des communicants. Tu penses qu'ils connaissaient les questions à l'avance? Oui, ouais, j'ai quand même l'impression, parce qu'il y a 2-3 lexiques. Enfin, par exemple, quand ils discutent avec Kenny, ils parlent de coach. En tant que ce que je fais comme ministre, j'avais l'impression d'être beaucoup plus dans le rôle d'un entraîneur d'une équipe sportive ou d'un motivateur que d'être dans le rôle de quelqu'un qui prend des décisions politiques. Il serait un coach ou un motivateur. Et juste avant, on parlait de Kenny qui justement avait arrêté ses études pour reprendre le basket. Et je trouvais que ça rentrait un peu dans le même genre de lexique. Donc oui, j'ai l'impression qu'ils connaissaient déjà les réponses, les questions, puisque finalement les questions que j'ai posées et qui n'étaient pas rentrées, enfin qui n'étaient pas préparées, bah, c'est celles qui ont été coupées, quoi. Pourtant, RTL voulait lui faire la fête ce soir-là, comme dit la présentatrice. Ça risque d'être sa fête. Si on arrive à la conclusion, après avoir discuté avec toi, qu'en fin de compte tout ça était plus ou moins préparé, on arrive vraiment à l'idée que c'est du narratif, de la mise en scène qui permet de redorer le blason de politiques qui sont dans les sondages très bas. Et je crois que tu vas nous expliquer, on peut, et on va voir la scène, ton passage avec Justine.
Mais voilà, tu vas rebondir et nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est à ton tour. Tu viens me poser la question. On voit des coupures. Essaie de te remémorer ces quelques minutes, hein, ça dure quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? On sent que c'est un peu tendu. Oui, très tendu. C'est très tendu. Donc, d'abord, je vais te dire exactement la question que j'ai préparée. Donc, il m'avait dit que ça finissait mon portrait par les excuses, que je demande des excuses au Premier ministre. Et donc, moi, je devais après justifier pourquoi est-ce que j'attendais des excuses du Premier ministre. Et donc, ce que j'avais préparé, c'était, hormis les informations contradictoires, anxiogènes et incohérentes, je trouve que vous devriez au moins vous excuser pour le fait d'avoir responsabilisé les jeunes, mais les citoyens en fait en général, parce que ça aussi c'est un problème, que de vouloir mettre que les jeunes et pas les citoyens, de responsabiliser les jeunes et les citoyens en leur faisant porter la responsabilité, l'angoisse même de mort, alors que, alors que c'est lui qui a une responsabilité politique en fait. Il ne faut pas inverser en fait la responsabilité, c'est lui qui a la responsabilité politique, c'est lui qui a les privilèges, c'est lui qui a le salaire, c'est à lui de penser à tout ça. Et qu'au moment où les jeunes ont voulu recréer du lien social, on les a frappés, notamment à la boum, quoi. Donc je parle de la répression. Et là, pour ce passage-là, il me coupe directement au moment où je dis, hormis les informations contradictoires, incohérentes et anxiogènes, il me coupe directement en me disant lesquelles, ou dès le lesquelles. départ. Alors Mathieu, je suis désolée Justine, je dois vraiment donner la parole à Mathieu parce qu'il est là aussi. Et ce qui m'a fait sourire, moi ça m'a fait sourire quand j'ai vu le sujet, c'est quand vous terminez en disant « moi je vais demander des excuses au Premier ministre ». Ça tombe bien, elle est à côté de vous. Oui. Hormis déjà les informations contradictoires, incohérentes et parfois... les contradictoires ou les incohérentes? Les deux. Les deux, oui. Et du coup là, je dois réfléchir parce que c'est pas ce qu'on avait préparé, donc je me dis... Et là, du coup, je lui parle des masques et de l'immunité collective qui est passée de 70 à 90%. Donc voilà, là, il me répond que la science évolue et que, il me sort les trucs il agit par rapport à un moment donné et c'est pour ça que les choses changent. Oh, d'accord. Donc là, on m'avait coupé, donc je dis ça. Finalement, je reprends mes excuses et je finis par ma question et je dis, vous ne vouliez pas le Covid Safety Kit, vous l'avez appliqué. Et vous l'avez justifié en disant que c'était une épidémie de non-vaccinés, alors que ça a été démenti par Sciences Sanofi. Et ils ont coupé le « alors que ça a été démenti par Sciences Sanofi ». Quelle était votre question, Mathieu, justement? Ou les solutions, plutôt? Quelles étaient les solutions que vous proposez? Oui, alors je vais arriver avec ma question et avec les solutions, mais d'abord aussi, parce que je voulais finir sur les excuses. Sur les excuses, c'est aussi d'avoir fait porter la responsabilité sur les citoyens, sur les jeunes, en l'occurrence, on les a culpabilisés l'année dernière. Fortement, on leur a mis une certaine charge. Vous trouvez qu'on les a pointés du doigt? Oui, sauf que les jeunes avaient besoin justement de créer du lien social à un certain moment, et on a répondu par la répression, notamment à la boum. Et donc ça, je trouve que c'est quand même assez inacceptable. Après, du coup, ma question c'est justement, comme l'a dit Justine, vous ne vouliez pas le pass sanitaire, et maintenant il est d'application. Je me demande du coup, parce que vous l'avez justifié en disant que maintenant c'est une épidémie de non-vaccinés. Vous allez dans n'importe quel hôpital. La question c'est, justement, comme l'a dit Justine, vous ne vouliez pas, vous n'étiez pas contre, mais vous ne vouliez pas à un certain moment donné le pass sanitaire. Et maintenant il est d'application. Je me demande du coup si vous l'avez justifié en disant que maintenant c'est une épidémie de non-vaccinés, certaines personnes sont vaccinées, ces personnes-là plus de liberté que nous. Je me pose la question, est-ce que vous avez vraiment dit la vérité à ce moment-là, puisque ces chiffres ont été démentis, notamment par ceux de cette à ce moment-là, les chiffres justement du fait que c'était une majorité de non-vaccinés qui étaient en vous allez dans n'importe quel hôpital, vous allez regarder, vous allez voir, dans n'importe quel hôpital, il y a beaucoup plus de gens non vaccinés qui se trouvent là que des non vaccinés. Vous allez dans n'importe quel hôpital, vous allez regarder, vous allez voir que dans n'importe quel hôpital, il y a beaucoup plus de gens non vaccinés qui se trouvent là que de gens vaccinés. Et ils ont juste laissé ce bout-là. Donc là, encore une fois, ils commencent à me répondre « Allez voir dans les hôpitaux ». Donc voilà, à l'appel
aux émotions, etc., etc. Et justement, comme je n'avais pas fini ma question, puisque je voulais citer des présidents de santé publique à l'ULB et le professeur Laterre, qui est chef d'urgence De Brouwer, ouais. Ouais. Donc, et là, il me dit ça n'a pas été démenti, allez voir dans les hôpitaux, etc., etc. Donc moi, je lui dis, je joue au con, je lui dis, alors, comment vous prenez vos mesures, quelles sont vos sources en fait, puisque ça a été démenti aussi. Ça, on n'entend pas. Non, ça, on n'entend pas. Ça, c'est une coupure ça, c'est une complète. coupure. Personne n'a dit que les vaccins protègent à 100%. Bien sûr. Mais que vous êtes beaucoup mieux protégé, vous êtes 90% mieux protégé en étant vacciné, ça, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et donc, si vous me demandez de m'excuser, je ne vois pas très bien pourquoi je devrais m'excuser, parce que j'ai utilisé les données qui sont toujours des données valides maintenant. Je vous propose de revenir à Claire, justement, et soyez assez attentifs, ça pourrait bien vous passionner ce que Claire va nous dire dans un instant. Si vous me demandez de m'excuser, je ne vois pas très bien pourquoi je devrais m'excuser, parce que j'ai utilisé les données qui sont toujours des données valides maintenant. Exactement. C'est pour ça que c'était la suite de mes questions. C'était justement de savoir comment vous preniez comment vous justifiez en fait les mesures que vous avez mises en place, puisque justement le professeur Peters, qui est un conseiller, le professeur de Brouwer, le professeur Laterre, ont justement dit qu'il n'y avait pas d'épidémie de non-vaccinés à l'hôpital. Alors moi, je voulais savoir quelles sont vos sources et où vous les avez recherchées. Regardez, les sources qui nous viennent des hôpitaux, vous allez regarder dans les hôpitaux, surtout des gens non vaccinés. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes vaccinées qui se trouvent dans l'hôpital. C'est normal, puisque la majorité des publics est vaccinée. C'est normal que de temps en temps, il y ait des personnes qui sont vaccinées, qui étaient des malades, qui se trouvent quand même dans les hôpitaux. Donc on est tous, vous allez revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bien qu'il y ait une liberté dans cette personne qui se sont vaccinés. Sinon, on serait dans un global pour tout le monde. Je vous propose de revenir à Claire, justement. Soyez assez attentifs, ça pourrait bien vous passionner ce que Claire va nous dire dans le ministère. Et je dis parce que ça a aussi été démenti par le professeur Peters, qui vous conseillait à un moment donné, par le professeur de Brouwer, le professeur Laterre. Donc voilà, moi ce que je vous demande, c'est de justifier, d'être clair et transparent sur ce que vous mettez en place en fait. Donc voilà, là encore une fois, je ne sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là, mais voilà, c'était à coup de aller voir dans les hôpitaux, faites confiance à la science, s'il n'y avait que des gens comme vous, voilà, on serait dans un lockdown complet, vous n'êtes pas solidaires, vous êtes des dangereux irresponsables, alors que le premier truc, c'était justement d'avoir des excuses par rapport à la responsabilité qu'ils mettaient sur les jeunes, quoi. Oui, il a une rhétorique. Ouais, et voilà, c'est juste. Et donc, moi, après, je voulais parler du débat contradictoire parce que normalement, je devais apporter des solutions et des propositions. Et ça, j'ai pas pu parce qu'il a monopolisé la parole pendant je sais pas combien de temps, voilà, en lui disant. Et il était il était fermé, donc il a croisé les bras. Plus on voit pas, il a croisé les bras. Il avait un regard un peu, bah voilà. Je connais. Et c'est là que j'ai senti qu'il était préparé à des questions et qu'il n'était pas préparé aux questions que je lui ai posées, quoi. Et donc voilà. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il, sous son air de bon père de famille, il coupe énormément la parole. Il est quand même assez agressif. Il utilise pas mal d'arguments assez pervers, quand même, l'argument émotionnel. Nous, à l'époque, quand on avait parlé de l'équilibre coût-bénéfice, il nous avait dit d'aller voir dans les journaux les faire-part de décès. C'est un peu la même chose, aller voir dans les hôpitaux. Alors à un moment donné, quand même, la culpabilisation, la qualification implicite d'égoïste est quand même assez forte. Si vous pouvez être libre, c'est grâce à ceux qui se sont fait vacciner. C'est aussi un choix, à un moment donné, il te dit, à toi et Justine, de non-solidarité. Par rapport à la vaccination, vous pouvez dire que c'est un choix personnel. Mais en soi, vous savez très bien que ce n'est pas uniquement un choix personnel. C'est aussi un choix de non-solidarité. En fait, on a énormément tourné autour du pot dans cette émission, dans cette soirée. Et on a aussi beaucoup parlé de l'amont, c'est-à-dire la vaccination, mais il y a plein de choses qui ont été dites, et notamment quand tu évoques De Brouwer, on passera un extrait, c'est qu'il a dit qu'en 2020, il n'y a pas eu plus de morts que, à chiffre standardisé, que beaucoup d'années entre 2000 et 2020. Donc il nous emmène au fait dans un narratif où la vaccination, et on dirait que c'était de nouveau une pub ce soir-là, pour reconvaincre les 20-30% qui restent, quoi. Si on prend la mortalité totale, de 2020, elle est supérieure, lorsqu'on standardise, lorsqu'on rend les choses
comparable, égale et comparable, lorsqu'on standardise, elle est supérieure à toutes les années jusqu'à l'année 2009 où elle est équivalente. Et puis, toutes les années avant 2009, elle est plus faible. Donc 2000 jusqu'à 2009, on meurt plus. Qu'en 2020. Qu'en 2020. Et c'est ça, c'est justement, en plus tu parles du professeur de Brouwer, et c'est justement la solution que je voulais proposer à la fin, parce que moi je croyais, quand on lui pose cette question-là, il allait avoir une meilleure rhétorique, qu'il allait pouvoir me dire, vous savez, parce qu'il a quand même dit à un moment donné que les experts qui le conseillent, ils pensent pertinemment qu'ils sont de bonne foi. D'accord, voilà, nous on voit qu'il y a d'autres experts qui disent d'autres choses, et moi c'est là que je voulais en arriver après, c'était de lui dire qu'il fallait organiser un débat contradictoire entre des scientifiques, entre des citoyens, entre des jeunes, enfin bref, entre des gens qui ont aussi des autorités, des compétences similaires, et notamment avec les professeurs que je venais de citer, de Brouwer, Zizi, Latter, enfin bref. Que je disais que voilà, en tant qu'étudiant en psychologie, il fallait écouter toutes les opinions, même si elles sont minoritaires. Enfin, minoritaires, ouais. Disons cela comme ça. Minoritaire dans les médias, quoi. Oui, voilà. Et qu'une colère non exprimée et non écoutée, elle peut se transformer en violence, et que j'espère que personne ne veut en arriver là. Donc ça, c'est tout le truc que j'ai pas pu dire. Je l'ai dit après RTL, parce qu'il y avait quelqu'un qui venait faire des petites captures pour les journaux, etc. Et voilà, donc ça, j'ai pas pu le dire. Tu sais pas que t'es coupé à ce moment-là. Tu le sais le lendemain en regardant l'émission. Non, tout le débat contradictoire quand je parle du débat contradictoire et des experts, voilà, que je voudrais organiser un débat contradictoire entre les experts, tout ça, ça j'ai pas pu le dire. Ça, je savais que je pouvais pas. Oui, ok, t'as même pas pu le dire. Par contre, ce qui a été coupé, c'est. Tu l'as su le lendemain, ça. Ouais. Mais tout ce qui a été coupé, c'est la justification. Quand je parle de justifier, en fait, ces mesures. Donc, quand tu sors de l'émission, tu te dis déjà que tu t'es fait avoir parce que t'as pas pu tout dire. Déjà. D'ailleurs, à un moment donné, tu poses même pas ta question. Mais en plus, le lendemain, quand tu vois l'émission, qu'est-ce que tu te dis là, je me suis fait complètement avoir, quoi. Ah non, franchement, non. Parce que j'étais content. En fait, en sortant de l'émission, quoi qu'il sortait le lendemain, pour moi, c'était impossible. Si on suit un peu le narratif depuis 1 an et demi, c'était impossible. Franchement, c'est vraiment ça qui est... C'était impossible de lui parler ? C'était impossible qu'ils mettent le passage qu'on a eu. Enfin, c'était pas possible. Niveau communication, c'était pas possible. Ah, t'étais sûr qu'ils allaient le couper ? Sûr, parce qu'il a changé de regard, il a croisé ses bras, il a été agressif, ça se serait vu, ça se serait senti. Et puis en plus, je l'ai rendu incohérent, puisque j'ai parlé des chiffres de Sciences-Sano, pas de professeur, de ces chiffres en fait. De ses officines. Et donc voilà. Et tu penses que, bon, ça c'est des supputations, une hypothèse pure, est-ce que tu penses qu'il y a un droit de regard du ministère, de son cabinet avant publication ? Ou bien c'est suffisant, ils se connaissent bien, c'est vrai qu'RTL, TVI et y a pas... Moi je crois qu'il n'y a même pas besoin en fait. Je crois qu'il n'y a pas besoin. RTL, c'est des gens qui gèrent la communication et je crois que... Enfin, si on regarde en arrière pendant 1 an et demi, finalement c'est logique. Enfin, j'aurais trouvé ça illogique et bizarre en fait, qu'ils laissent mon passage. Alors, Justine était à côté de toi aussi, elle a parlé avant toi d'ailleurs aussi, je pense. Il a dégainé de Croo quelques arguments rhétoriques habituels, notamment vous êtes vacciné, non ? Et alors Justine est un peu perdue, on voit, et qui dit ben non, ah ben oui vous êtes vacciné. Bon, on répondra à ça avec d'autres, avec les experts notamment que tu as cités. On va essayer de faire un débunkage de toutes ces séquences où il dit ça, mais on rappelle que le vaccin Covid n'est pas un vaccin mais une thérapie génique, hein, ils le disent tous, donc ça n'a rien à voir avec le vaccin polio. Quand on voit De Croo comme ça, un type sûr de lui, comme un ministre avec une position sociale très haute, est-ce qu'on ne se dit pas que les dés sont déjà pipés et que c'est déjà foutu d'avance de mettre des jeunes... bon, toi, tu avais dit répondant, mais il y en a beaucoup quand même qui se sont fait un peu manger. De mettre des jeunes comme ça avec lui, alors que si on lui avait mis un De Brouwer, un Martin Zizi, il était... Il se mettait à 4 pattes, quoi. Il était fini. Il y a une forme déjà de rhétorique dans la forme qui était utilisée. Bien sûr. C'est comme si on était les jeunes qui demandaient quelque chose et qui, déjà, en fait, comme si on devait avoir accepté déjà tout ce narratif.
et qui maintenant lui demandait quelque chose. Maintenant, il faudra quand même prendre en compte les jeunes quoi, dans la communication. Maintenant, quand même, il ne faudrait pas discriminer les jeunes. Hein. Maintenant, il faudrait quand même faire quelque chose pour l'écologie. Et voilà, comme si on était en demande et voilà, comme si on n'a aucun moment... C'est très inégal. Et quand il parlait, on voyait souvent des jeunes qui avaient posé la question qui hochaient de la tête comme ça. Tous. Il y avait une forme de... Mais c'est parce que la structure de l'émission était faite qu'on ne pouvait pas se dire qu'on allait déborder en fait. Ouais. Je crois que c'est surtout ça aussi. Parce qu'il y avait quand même des jeunes, je pense à notamment un qui parlait de la santé mentale, qui lui quand même avait du répondant vraiment et qui voulait en découdre. Mais voilà, c'est quand même... Enfin, la fonction fait l'homme en fait. Et donc c'est quand même le Premier ministre qu'on avait en face. Lui voulait en découdre, le jeune qui parlait de la santé mentale. Un petit peu quand même. Ouais. Enfin il explique, il voulait savoir pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pris en compte la santé mentale, mais vraiment savoir et pas la prochaine fois s'il vous plaît. Ouais. Il a démenti ça, il a dit qu'il les avait pris en compte. Ah, oui, alors que nous à l'époque en conférence de presse, quand on lui demande de tenir compte des bénéfices coûts et qu'on parle des jeunes, des suicides, des camps de psychiatrie, il nous dit, il nous parle des faire-part de décès et une autre fois il nous dit on verra plus tard. Il y avait trop aussi fact-checkers, on les a pas beaucoup entendus. Une équipe d'experts, un économiste, une immunologue et un climatologue qui n'hésiteront pas à me prévenir en cas d'informations erronées. Étienne de Calataille, qui est Chief Officer à la banque Degroof Petercam, qui va sur tous les médias. Muriel Moser, qui a quelques conflits d'intérêts aussi et qui nous parle tout le temps des vaccins. François Massonnet, que je ne connais pas, mais qu'on prendra le temps de découvrir. On les a pas vus beaucoup fact-checker, pourtant... Ils étaient derrière, en fait. Ils étaient derrière, mais à la fin, ils ont juste... mis en évidence une erreur, je ne sais plus laquelle. Moi, je me rappelle très bien parce que pour moi, je l'ai vécu comme une victoire. Ouais. Mais vraiment, c'était que après le thème sur l'écologie. Donc maintenant, on aimerait discuter d'un truc qui a été dit pendant la vaccination. Selon nos fact-checkers, on serait passé de 70% à 90%. Et donc là, moi, à ce moment-là, avec déjà tous les autres jeunes, je finis la phrase, parce que je sais très bien le récit, c'est à cause du variant Delta. On est passé de 70 à 90% d'immunité collective à cause du variant Delta. Et je m'attends quand même à ce qu'après, ils fact-checkent ce que j'avais dit, surtout sur l'épidémie non vaccinée, sur les chiffres de Sciences Ano, etc., etc. Et ils ne l'ont pas fait. Et donc pour moi, c'était déjà une petite victoire parce qu'ils ont voulu fact-checker le 70 à 90% d'immunité collective, alors que ça, je parlais juste d'incohérence. Mais ils n'ont pas fact-checké le fait de dire que Sciences Ano, selon leurs chiffres, en septembre, disaient qu'il y avait 40% de gens qui étaient vaccinés à l'hôpital, quoi. Alors on va parler de Justine, puisqu'elle était à côté de toi, elle devait venir ce soir, elle s'excuse, elle est malade. On espère qu'on aura un témoignage d'elle aussi. Tu as pu discuter avec elle aussi, voir comment elle avait vécu ça. Est-ce que tu peux un peu, pas parler pour elle, mais... Je crois qu'elle était énervée. Je crois que, franchement, en sortant, en tout cas, c'est sûr qu'elle était énervée. Elle voulait pas que ça se diffuse parce qu'elle avait vraiment le sentiment d'être prise pour une conne, mais vraiment. Parce que... directement, il lui dit « j'espère que c'est pas parce que vos amis... Après, c'est vrai, parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'ont dit aussi, mais c'est ce qu'elle a dit dans le reportage, mais ils sont venus nous... pendant 2h30, on a discuté avec eux, donc ils ont aussi choisi ce qu'ils voulaient, et que surtout en sortant de là, en fait, puisque elle disait, qu'est-ce qu'on lui a dit à Justine? On lui a dit... qu'il faudrait changer d'avis. Enfin bref, que oui, il est dangereux, c'est ça qu'il nous a dit aussi. Les gens qui ne changent pas d'avis sont dangereux. Elle avait vraiment envie de dire, ça c'est vraiment le plus important, je crois qu'elle avait envie de dire en sortant, et d'ailleurs on lui a coupé la parole, c'était de dire... Il dit ça quand il dit qu'il va peut-être rendre à un moment donné la vaccination obligatoire. Ouais, donc c'est déjà prêt dans sa tête. Hein. C'est ça. La vaccination n'est pas obligatoire et honnêtement, je ne vois aucun pays qui le fait autour de nous pour l'instant. Donc, ce n'est pas la discussion pour l'instant. Alors, vous allez dire, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez changer d'avis. C'est ce qui était dans sa tête, je pense, à Mathieu. Mais honnêtement, c'est possible. Et vous savez, les gens qui changent jamais d'avis, je pense que c'est des gens dangereux. Ça, c'était pour la deuxième partie. Ouais. Et elle dit que moi, je changerai d'avis le jour où les entreprises pharmaceutiques changeront d'avis. Elle aurait voulu dire ça. Par rapport aux effets secondaires, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, je sais pas. Je sais que elle n'a pas pu dire, mais ça, comme tout le monde, j'ai l'impression, elle n'a pas pu dire une intervention en plus. Elle a aussi dû repréciser qu'elle voulait poser sa question. Ouais.
Ouais, parce que sinon, elle aurait dit qu'un petit truc. Mais, et d'où l'échange de points de vue. Vous avez donné votre point de vue, Justine. Je voudrais maintenant me tourner vers Mathieu. Je n'ai pas posé ma question. Je vous laisse poser votre question. Allez-y. Oui, je m'excuse. Je n'ai pas posé ma question. Il y a quelques autres choses à dire sur Marine. Marine, c'est marrant parce qu'elle est au début, elle est un peu critique sur ce qui se passe, et puis elle revient, quand tu es avec Justine, elle revient pour... elle joue un autre rôle, quoi. Bah, qu'elle hésitait et que maintenant, ça y est, elle s'est fait vacciner. En tout cas, non, franchement, ça c'était vraiment grossier. La manière dont ils ont fait le... Donc, il y avait les non-vaccinés, les anti-vax, donc nous, les dangereux irresponsables. Et puis après, il y a eu... donc, on nous coupe. On nous dit que... on passe le petit reportage de Louis. Louis, oui. Louis, 16 ans, qui a un Covid long, etc., qui maintenant s'est fait vacciner, qui est un pro-vax. Donc, ils disent bien qu'il maintenant est pro-vax. C'est vraiment du lavage de cerveau, c'est-à-dire, si vous doutez, regardez Louis qui doutait et qui maintenant est un pro-vaccin. Et ce qui est fantastique, c'est que à ce moment-là, après le truc de Louis, elle me regarde, la présentatrice, et donc on se regarde, et moi je me dis que voilà, de toute façon, pour nous, c'est fini. Donc elle me regarde. Puis elle dit, alors Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez une fois que vous avez vu les images de Louis? Donc là, je n'étais pas préparé du tout. Et là, je me dis, ok, d'accord, il veut venir encore sur l'émotion, on voit une personne. Et donc je dis, en tout cas, je ne sais pas si c'est représentatif de la population. Je sais qu'il y a très peu de jeunes qui ont des Covid graves. Mais oui, c'est clair que c'est dommage, ouais, c'est dommage. Et ça, ils l'ont enlevé aussi. Ils l'ont enlevé aussi. Ouais, ça aussi, ils l'ont T'as pas enlevé. dit ce qu'il fallait dire, quoi? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Et donc après, il y a Marine qui arrive. Alors à ce moment-là, on va discuter avec Marine, qui elle, voilà, ne voulait pas se faire vacciner et qui maintenant a décidé de se faire vacciner. Alors Marine, qu'est-ce que tu en penses? Et ce qui est très marrant aussi dans ce petit bout-là, c'est que il laisse tout ce que dit Marine. Donc voilà, Marine voulait reprendre une vie normale, etc., etc. Est-ce qu'on comprend? Mais il y a un moment où Marine, elle dit quand même qu'elle n'a pas fait de gaieté de cœur, ou en tout cas qu'elle n'avait pas vraiment envie de le faire. Je ne sais plus très bien la tournure de phrase. Mais que voilà, elle l'a quand même fait, et c'est le seul bout qu'ils ont enlevé de Marine. Donc elle parlait de la jeunesse et des jeunes qui voulaient ressortir et que c'était difficile, parce que voilà, elle a 19 ans, donc l'année dernière c'était sa première année à l'UNIF, ou en haute école, je ne sais plus, mais donc c'était difficile pour elle niveau contacts sociaux. Donc tout ça il laisse, c'est difficile, donc faites-vous vacciner, mais pas le bon voilà, j'avais pas envie, mais je l'ai fait quand même, quoi. T'as pu parler avec d'autres que Justine après ça? Non. Et justement, en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que j'ai surtout parlé avec personne avant. J'étais vraiment concentré sur mon truc, qu'est-ce que j'allais dire, etc. Donc j'ai pas discuté avec les autres. Mais en tout cas, là-dedans, on n'était pas tous très contents de la manière dont on avait pu échanger avec lui. Enfin, en fait, c'est lui qui avait monopolisé la parole et qu'on avait tous l'impression d'avoir été un peu lésés dans nos réactions, en fait. C'était un peu comme une conférence de presse, en fait, qui donnait l'impression de dire... Oui, avec une cravate en moins et une veste en moins, quoi. On donne l'impression qu'on ouvre le dialogue, mais en fait, il n'y a rien. Je me trompe ou tu es d'accord? Quelle est l'impression qui ressort de ça et qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux qui disent, mais enfin, c'est pas vrai, il fait un effort. Il a dit, j'ai accepté quand il descend cet escalier, là, de manière... totalement... J'accepte l'invitation parce que entrer en dialogue, discuter et trouver des solutions ensemble, c'est ce que je préfère. Franchement, j'ai eu des petits débats sur Facebook, souvent sur ce qui était pour, contre la vaccination, etc. J'ai eu des débats avec des gens qui ne sont vraiment pas d'accord avec le récit que moi je me suis construit pendant 1 an et demi, et qui même eux disaient que c'est dommage en fait d'avoir été censuré à ce point et que ça se voit que c'est grossier de la manière dont c'est coupé, ouais, et que clairement que c'est de la propagande en fait, vaccinale, quoi. Mais vraiment, et tout est fait de sorte, d'abord c'est voilà, les jeunes, la communication, ils n'ont pas été pris en compte. Et là, Alexandre Decroix est super sympa à ce moment-là, alors que moi, finalement, ce que je lui dis, c'est exactement la même chose. Là, il est super sympa, c'est cool. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu prendre en compte les jeunes, mais voilà, vous savez, c'est difficile, c'est une nouvelle maladie, etc., etc. Deuxième point, la santé mentale. Donc, santé mentale et Covid long. D'ailleurs, sur le Covid long, il répond totalement à côté de la plaque. On voit qu'il connaissait rien. Sur la santé mentale,
pareil, finalement, oui, c'est vrai, mais bon, voilà, on a fait au mieux. Boum, vaccination. Là, il est beaucoup plus agressif, beaucoup plus tendu, beaucoup plus en mode vous savez vraiment que vous ne faites pas partie de. Enfin, vous ne faites pas preuve de solidarité vaccinale, vous êtes des dangereux irresponsables, vous devez faire confiance à la science, etc. etc. Et puis, après, on arrive sur l'écologie, où. On se demande ce que fait là d'ailleurs. Tout d'un coup, ce qu'il arrive là. Ouais. Bah, là, c'est histoire d'avoir un peu les jeunes et de. Voilà, Ouais. quoi. Ouais. Faire semblant qu'on nous écoute et qu'on nous entend, quoi. Ouais, complètement. Alors, les effets secondaires, parce que là, j'ai encore une infirmière d'une clinique qui m'appelle aujourd'hui, qui me dit c'est catastrophique. J'ai un jeune patient de entre 40 et 50 ans qui vient de faire une thrombose au niveau de l'œil. Il a perdu son œil est mort. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Elle me dit, évidemment, il verra ça, monsieur De Croo. Il a discuté des effets secondaires. Non, on n'en a pas entendu parler. Bah, il a minimisé en fait les effets secondaires, il a dit qu'il n'y en avait que un. Donc il faudrait que. Dans toute la Belgique. Oui. Donc il faudrait que je regarde la vidéo. Mais oui, j'ai vraiment l'impression qu'il dit qu'il n'y en a que un, quoi. Combien de cas il y a eu d'effets secondaires? Il n'y en a eu pratiquement pas. Il y a eu un cas sur, au total, plus que 10 millions de vaccins qui ont été administrés en Belgique. Qu'il n'y en a qu'un. Et ouais, voilà, enfin, plus c'est gros, plus ça passe. Et même nous, ça nous crée le doute, en fait. On se demande si vraiment il a dit ça, quoi. Oui, il n'y aurait qu'un effet secondaire parmi tous les gens qui sont vaccinés. Donc finalement, vous savez, enfin voilà. Ça fait une quinzaine de fois que je passe des soirées avec Alexander De Croo à lui poser une ou deux questions. Je me demande, toi, après y avoir été une fois, faut pas catégoriser, mais quel type de personnalité tu penses avoir en face de toi Quelqu'un de suffisant. Quelqu'un de suffisant et qui, en fait, coquille vide, quoi. C'est stratégie de communication. On voit que c'est vraiment des communicants, mais qu'il n'y a pas de politique derrière, il n'y a pas de philosophie derrière, il n'y a pas d'écoute derrière. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'humanité du tout. Et franchement, je suis assez content, finalement, parce que je le trouve... je m'attendais à une meilleure rhétorique, à une meilleure... voilà, je croyais qu'il aurait pu facilement me balader. Et en fait, non, quoi. En fait, non, il suffit juste de gratter un petit peu. Il a les médias qui censurent à son service, et grâce à ça, il peut passer le discours qu'il veut. C'est ça. Il se dit coach, c'est sans doute un coach de Big Pharma. Est-ce que tu as cette impression-là aussi franchement, je sais pas. Je sais pas si... s'il est malveillant, vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'il est convaincu de ce qu'il fait. J'ai à la limite l'impression qu'il est bête, quoi. Vraiment, on est ressorti de là avec tous mes amis à se dire, en fait, il est limité, quoi. Rappelons qu'il a été Young Global Leader au Forum économique mondial, que c'est un poulain de Klaus Schwab, qu'il a travaillé au Boston Consulting Group, que sa femme travaille encore là et qui est responsable des assurances, qu'un de ses membres du cabinet vient du Boston Consulting Group aussi, et qu'il était ministre aussi de la numérisation. D'ailleurs, c'est son cheval de bataille, la numérisation complète de nos vies. Donc, est-ce que peut-être qu'on ne se revoit pas en pensant qu'il est juste bête Et je crois pas qu'il est juste bête, mais je crois qu'on ne doit pas... pas en avoir peur, mais en tout cas qu'il faut vraiment... Enfin, voilà, vous, c'est vraiment votre cheval de bataille, le débat contradictoire. Mais... s'il était plus intelligent, en tout cas, il aurait pu me répondre différemment. C'est ça que je m'attendais. Je m'attendais à une autre réponse. C'est pour ça qu'il refuse tous les débats. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il est... Après, qu'il y ait un agenda ou qu'il suive l'idéologie de certains, d'accord, mais je ne crois pas que ce soit quelqu'un de... forcément quelqu'un d'intelligent, quoi. Ok, merci Mathieu de ton courage, merci de ton témoignage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de terminer ce décryptage de cette émission qui n'a rien apporté, en tout cas à l'esprit critique des Belges, sans exagérer? Oui, je dirais quand même que faudrait quand même maintenant essayer... en fait, j'ai écouté votre émission avec Mathias De Smet, donc, qui est professeur de psychologie clinique à l'ULB. Université de Ghent. De Ghent, ouais. C'est un lapsus. Des formations.
T'aimerais bien qu'il soit à l'ULB. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il soit à l'ULB, en effet. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, ce qui est intéressant, je crois, c'est que maintenant, il faut s'immiscer en fait dans leur récit, en fait. Il est positif à la fin, donc Mathias de Smet dit qu'il faut, tenir un discours, et c'est encore un rempart contre le glissement total, le glissement complet dans le totalitarisme. C'est ça. S'il n'y a plus de voix dissidentes, c'est ça. Ils peuvent se déployer. C'est ça. Et je crois que c'est vraiment ce qui est intéressant maintenant, c'est vraiment de s'immiscer un peu dans leur récit et de limite faire patte blanche et de montrer que finalement tout ce qu'on veut nous, c'est un peu de transparence. C'est plus de démocratie, c'est plus d'écoute, et c'est des choses qu'on n'a pas pour l'instant. Et que déjà tout simplement ça, sans rentrer dans les grandes théories, déjà tout simplement ça, en fait, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, quoi. L'uniformisation de la presse, le manque de démocratie, la manière dont tous les politiques quasiment sont tous alignés sur le même récit, tout ça, c'est des choses qui devraient quand même un peu nous mettre la puce à l'oreille, quoi. Voilà. Merci Mathieu. Je t'en prie. Donc ce qu'on pense, c'est que cette émission qui était faite par RTL TVI n'est pas là pour nous faire comprendre ce qui se passe, pour interviewer des jeunes qui ont été aux abonnés absents des politiques, mais aussi des médias pendant presque maintenant 2 ans. Mais cette émission est là pour permettre aux politiques, et notamment à Alexander De Croo, de faire croire qu'il a tout mis en place, qu'il va s'améliorer, qu'il sera bon par la suite et qu'il a compris. Et dans ces éléments, il y a Océane qui nous apporte aussi confirmation qu'il y a du storytelling surtout, parce que Océane, elle a le Covid long, et j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur son parcours, sur ce qu'elle a vécu. Océane, elle nous parle du Covid long. Top Santé nous dit qu'au mois de mai 2021, le Covid long est un nouveau concept qui apparaît, et justement à ce moment-là, Océane attrape le Covid long. J'ai attrapé le Covid le 27 mai. On ne sait pas trop ce que c'est un peu un fourre-tout. C'était un peu l'hécatombe. J'ai commencé à avoir des petits symptômes bizarres. Où il y a de la constipation, de la diarrhée et beaucoup d'autres choses. Et donc depuis ce moment-là, Océane a le Covid long. On la découvre néanmoins au mois de juillet fêter la victoire des Italiens à l'Euro. Donc on se pose quelques questions, elle a quand même l'air en forme. Et puis surtout, ce qui nous étonne aussi, c'est qu'elle travaille chez IPM Advertising. IPM, donc c'est le grand groupe de presse qui édite notamment La Libre Belgique, La Dernière Heure, qui a aussi une régie de publicité. Et donc on trouve bizarre que Océane, elle travaille à la fois pour IPM, qui depuis, donc, avec La Libre et La Dernière Heure, nous vendent le Covid depuis plus d'1 an et demi, et qu'à la fois elle vienne témoigner. En tout cas, ça aurait été intéressant qu'elle nous dise qu'elle travaille pour IPM. En tout cas, il semblerait qu'elle soit en arrêt de maladie, c'est à vérifier aussi, mais qu'elle est en arrêt de maladie de chez IPM. Le Covid long, c'est aussi un concept qui permet d'appuyer l'idée au fait qu'il n'y a pas de traitement au Covid. Et qu'est-ce qu'il dit le médecin par rapport à ça? Ils n'ont aucun traitement et aucun recul sur la maladie. Alors que, notamment chez Kéros, mais d'autres le disent, il y a des traitements au Covid. Il y a l'ivermectine, l'azithromycine, le zinc, vitamine C, vitamine D, dont beaucoup de scientifiques ont voulu parler, notamment dans notre grand débat, mais dont on ne peut pas parler. Donc voilà, le Covid long, c'est aussi quelque chose pour faire croire que ça continue et que ça ne s'arrête jamais. Et ça fait aussi partie du narratif officiel des médias et des politiques. C'est dur d'avoir une maladie qui ne se voit pas forcément, qui n'est pas encore connue, et donc les gens dans mon entourage ne me croient pas toujours forcément, quoi.